Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale de Info 9. Alors, pour cette deuxième émission spéciale en marge des élections provinciales du 8 décembre prochain, nous allons cette fois-ci dans le comté de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, et nous recevons Mme Joanne Morès, candidate du Parti québécois de ce même comté. Elle sera suivie du candidat libéral, M. Daniel Bernard, qu'elle a défait aux dernières élections par 129 voix. Mme Morès, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette émission, Mme Morès. Pourquoi déclencher des élections à ce temps-ci de l'année, tout de suite après le fédéral? On vient de sortir aussi d'une élection américaine qui a passionné un peu la planète complète. Est-ce que ça pourrait jouer contre le Parti libéral d'avoir déclenché des élections à ce moment-ci? Pourquoi? À la question, pourquoi déclencher des élections? Tout l'électorat québécois se pose la question parce qu'il y a un vif mécontentement face à Jean Charest d'avoir été si peu responsable devant la tempête, là, plutôt que de se préoccuper là, de la tourmente qui sévit au niveau du Québec, et il se préoccupe plutôt à renouveler son propre contrat de travail. Donc, je pense que ce mécontentement-là ne s'estompera pas en début de parcours. Il va perdurer tout au long de la campagne parce que les gens sont vraiment fâchés. Ils sont fâchés là, de s'être replongés dans cet exercice qui était vraiment pas nécessaire pour qu'il puisse continuer à gouverner. Le Parti québécois lui avait donné toute sa participation pour pouvoir faire avancer les dossiers. On sait qu'au 26 mars dernier, les gens avaient élu un gouvernement minoritaire. C'était une première là, dans l'histoire du Québec, mais encore fallait-il se donner le temps d'apprendre à fonctionner avec une telle configuration au niveau des élus. Mais il n'était pas nécessaire de retourner en élection pour pouvoir faire avancer des dossiers urgents comme celui de la forêt. Madame Morès, on dit que M. Charest veut un mandat clair et un mandat majoritaire pour faire face, je veux dire, à la prochaine crise économique qui frappe à nos portes. Le gouvernement Charest n'a jamais été renversé au cours des 18 derniers 20 mois. On sentait une complicité entre les trois principaux partis. Pourquoi? Est-ce que ça peut donner un mandat clair à M. Charest? Moi, mon ami, il va avoir un mandat clair dans l'opposition. C'est ce que je pense. Là. Si la tendance se maintient, pour utiliser l'expression consacrée, à mon avis, ce mécontentement va se transcrire en une majorité au niveau du Parti québécois. Parce que c'est pas juste au niveau là, des régions là, qu'il y a une frustration au niveau du rien-fairisme de Jean Charest. Là, je pense que c'est son inaction qu'il a démontré pendant les 17 derniers mois. Je pense qu'il va devoir aller dans le banc de punition pour la prochaine... C'est une inaction qui lui a donné quand même 62% de personnes qui étaient satisfaits de son premier ministre au moment où on se parle. Moi, à mon avis, son inaction... Tant qu'il faisait rien, les gens étaient contents parce que quand il faisait quelque chose, ça a été désastre par-dessus cafouillage. Ne serait-ce qu'au niveau de la crise du fromage, il est allé jeter là, des centaines de kilos là, de fromage là, sans avoir pris une procédure là, qui pouvait à la fois ménager l'industrie du fromage tout en conservant une certaine sécurité au niveau des consommateurs. On parle du Mont Harford qui lui a causé grand mal à la dernière élection. Mais à cette élection ici, on n'en parle pas, par exemple. À Mont Harford, j'ai déposé un projet de loi pour pouvoir réintégrer les 459 hectares qui avaient été soutirés parce que on sait très bien que le gouvernement Charest, au niveau du Mont Harford, ça c'était le pire des cafouillages à mon avis. Puis on s'enlignait vers subtilement pouvoir louer là, ou attribuer à des développeurs, à même le parc, par bail amphithéotique, là, des bails à long terme. Donc on s'apprêtait à utiliser un subterfuge pour quand même aller de l'avant vers encourager du développement via ses petits amis là, pour du développement sur un patrimoine québécois. On va revenir dans le comté Rouyn-Noranda-Témiscamingue. J'aimerais avoir vos priorités. Priorité. Ben moi, ma priorité, c'est de prendre soin de mon monde. Puis prendre soin de mon monde, ben, ça commence par ceux qui viennent d'y entrer, les tout petits. Au niveau du Parti québécois, vous le savez, Mme Marois nous a dit hautement qu'elle était une des plus grandes mesures pour pouvoir faire la lutte contre la pauvreté, pouvoir avoir accès à l'éducation à la hauteur de nos aspirations. C'est
pour chaque enfant du Québec qui désire une place en garderie, c'est de lui offrir sa place en garderie. C'est de compléter le réseau de garderies du Québec. On sait que depuis les presque 6 ans de gouvernance au niveau du gouvernement libéral, cette mise en place-là du réseau de garderies a vraiment ralenti parce que c'était dans les cartons du Parti québécois de pouvoir compléter le réseau. Là, il manque à peu près 30 000 places au niveau du Québec et on en a annoncé pour pouvoir faire remettre là, sur les rails là, cette priorité au niveau du gouvernement libéral. On nous en propose 15 000, mais si vous regardez ce qui s'est passé dans notre comté en Abitibi-Témiscamingue, on nous en a promis, on en avait demandé 385. Combien avons-nous eu de places en garderie en 2008? Parce qu'on en a annoncé au-dessus de 2000 là, pour le Québec. Savez-vous combien on a eu en Abitibi-Témiscamingue? Oui, moi. Tentez un chiffre. Non, tentez un chiffre. Allez-y. Zéro. Zéro en 2008. Et on en a à peine, je pense, à peine, je sais pas si c'est 18 là, pour 2009. À ce rythme-là, là, nos enfants vont être rendus au cégep avant d'avoir leur place en garderie. Donc, c'est vraiment... Ils se gardent seuls, hein? Ils se gardent tout seuls. C'est une insulte à l'intelligence humaine que de prétendre que le gouvernement Charest est d'accord avec compléter le réseau de garderies. C'est totalement faux. Ils n'ont pas fait les efforts qu'ils auraient dû mettre. Puis ça, je pense que c'est une des principales mesures pour pouvoir mettre de l'avant le Québec à la hauteur de ses capacités. Madame Morès, la décision de M. Charest de ne pas accompagner la délégation du Québec en Chine pour une mission commerciale, même il devait diriger cette mission-là à titre de président du Conseil de la Fédération. J'aimerais avoir votre opinion sur ça. Ben, on sait qu'au niveau de la Chine, ils avaient peu apprécié l'absence de l'autre gouvernement récemment pour les Jeux olympiques. Donc, je suis pas sûr que les Chinois aient apprécié cette absence-là pour une raison que c'était de la faute à Jean Charest de déclencher des élections. S'il a mis ça en seconde priorité, qui est de développer nos marchés extérieurs, ben c'est lui qui aura à rendre des comptes. Je pense pas que ça a été une bien bonne idée de nous relancer en élection plutôt que de s'occuper des échanges commerciaux là, au niveau du Québec et de l'Asie. De ne pas rendre public les états financiers de la Caisse de dépôt. On parle d'un possible déficit, une perte de 30 milliards que l'on parle. Les autres disent environ 12. En tout cas, on a mis des chiffres, là, mais de ne pas rendre public, est-ce que ça peut jouer contre le Parti libéral? Ben, vous voyez qu'on s'enfarge dans les chiffres. Là, tout le monde là, se tire la balle à savoir s'il y a eu un déficit. N'as-tu eu, n'as-tu pas eu? Et de quel ordre il est? Une chose est sûre, c'est que si on avait été mis au courant là, parce que le Parti québécois réclamait là, qu'on ouvre les livres là, avant le déclenchement des élections pour pouvoir prendre des mesures correctives pour corriger le tir là, tandis qu'il était encore temps. Là, à force de picosser, là, on a rendu public là, les états des finances du Québec. Mais là, on voit que c'est pas rose, là. Dépendamment de où on met dans quelle colonne on regarde, on sait qu'il y a eu des déficits. Mais moi, ce qui m'attriste le plus au niveau de la publication de ces chiffres-là, c'est que le gouvernement Charest se vante d'avoir économisé dans des programmes où on n'a pas fait les investissements promis de 2,3 milliards de dollars. Ça veut dire là, que c'est des programmes pour lesquels on avait fait des grandes promesses, comme aide aux travailleurs âgés. On avait promis 7 milliards. Bien, savez-vous combien de travailleurs âgés ont été aidés dans la région? Ici, là, en Abitibi-Témiscamingue, là, aux dernières nouvelles, on interrogeait le syndicat des travailleurs hier. Là, il y en a à peu près 4 qui ont été aidés. 7 ici en Abitibi-Témiscamingue, puis 4 dans le nord du Québec. Là. On est loin du 7 millions qui avait été annoncé, l'aide des travailleurs âgés. D'autres programmes comme les garderies, si on avait été à la hauteur de ce qui avait été investi. Au niveau des programmes sylvicoles, on sait que dans les 5 dernières années, on n'a jamais été à plus que 80% des sommes promises pour pouvoir remettre la forêt, là, pouvoir lui donner la productivité qu'elle est capable de nous offrir. Donc, si on fait le total de tous
toutes les sommes promises, non investies, c'est 2,3 milliards de dollars. Ce que le gouvernement Charest a préféré faire avec cet argent-là, il a donné 1 milliard de dollars en réduction d'impôts à ceux qui n'avaient peut-être moins besoin là, que les gens, là, les travailleurs âgés. Qu'est-ce que ça fait, Mme Morès, de faire face à nouveau à votre adversaire que vous avez battu par 129 voix seulement en 2007? Ben, c'est toujours, comme je vous dis, moi je compare ça un peu à un accouchement, là. C'est la partie, je pense, la plus difficile au niveau de la politique, parce que je pense qu'on peut attribuer à cette façon de faire-là au niveau de notre forme d'élection, là, c'est une course. Puis il faut avoir le goût de la compétition, puis être capable de mener une course, mais une course équitable. Puis ce qui se dessine présentement, je pense que c'est généralisé au niveau du Québec. Il semble que le Parti libéral veut mener une course où on se rehausse en rabaissant les autres, là. Vous voyez les journaux, là, mon adversaire libéral me confère là, des actions négatives qui sont, à mon avis, injustifiées. Ça, c'est le genre de choses qui m'attristent. Pour revenir à ça, justement, c'est comme M. Bernard a dit il y a quelques jours passés, qu'il revoit plusieurs dossiers non résolus du temps que lui, il était député, notamment celui de l'Aréna d'Evekiyone. Ben, regarde, en quelque part, il se tire un coup de fusil dans le pied. C'est pas parce que j'ai pas travaillé sur le dossier, là. Je suis allé rencontrer à la fois la ministre Courchaine pour le programme pour lequel lui-même, Daniel Bernard, accompagné de M. Charest, avait annoncé l'Aréna d'Evekiyone. Mais que l'on m'attribue la non-réalisation de l'Aréna d'Evekiyone, c'est vraiment un faux bond, puisque c'est le gouvernement Charest qui avait le cordon de la bourse pour pouvoir débloquer ce programme-là. Parce que moi, ce que je trouve de plus triste dans ce dossier-là, c'est qu'on sait que l'Aréna d'Evekiyone vit sur du temps emprunté. On sait que la Régie du bâtiment a mis en garde qu'il y a certaines inconformités au niveau du bâtiment qui auraient dû être réglées, même du règne de mon prédécesseur. Et il y avait il connaissait la situation, il l'a même promis, il l'a pas réglé. Là, ça fait 17 mois que moi, je travaille d'arrache-pied pour pouvoir les convaincre de l'urgence de régler le dossier, puis ils n'ont pas plus bronché. Ils attendent une élection pour pouvoir dire « si on revient au pouvoir, on va le régler ». Tous les partis attendent une élection pour pouvoir dire des choses, par exemple. Mais celle-là, je pense que c'est vraiment là triste parce que il y a urgence au niveau de la sécurité des gens. Puis je trouve que c'est de faire fausse route que de se servir d'élection. Madame Morès, il reste très peu de temps. Très peu de temps. Oui. Juste une dernière question. Le 9 décembre prochain, si vous êtes élu, quelles seront les priorités de Joanne Morès tout de suite au lendemain d'une victoire? Tout de suite au lendemain d'une victoire, je pense que je vais je vais me consacrer vivement là, à ce qu'on puisse trouver une solution ou arriver avec un plan concret au niveau du changement du régime forestier. Ça en était une là, de mes priorités parce que j'ai été critique en matière de forêt pendant un bon bout de temps. Et ça en est une qui est urgence. Compléter le réseau de garderies au niveau de la région. Je suis obligé de vous arrêter, Mme Morès, parce qu'il reste une minute. La crise je vous donne une minute pour vous adresser à vos électeurs. Chers électeurs, j'ai adoré les 17 mois que je viens de passer avec vous et ça a toujours été une grande fierté de vous représenter à Québec. Et je sollicite un prochain mandat parce que soyez assurés que je serai toujours très, très, très dynamique et désireuse de pouvoir faire valoir vos points de vue, vos revendications et vos doléances au niveau du gouvernement. Et je souhaite que le gouvernement du Parti québécois revienne au pouvoir pour qu'on puisse mener de l'avant le Québec vers un plus grand bonheur. Alors, Mme Morès, merci beaucoup et bonne chance. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on s'absente à d'une courte pause et on vous revient avec le candidat libéral du comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard. À tantôt. Le 8 décembre, jour d'élection générale, j'exprime ce que je suis, ce que je pense, ce que je veux. Je vote. Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale. Vérifiez l'avis que vous recevrez.
Nous recevons maintenant pour cette deuxième partie d'émission le candidat libéral dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard. M. Bernard, bonsoir. Bonsoir, M. Lecasse. Pourquoi un retour en politique? On sait que vous vous êtes présenté en 2003, vous avez été élu. 2007, vous avez été battu dans votre comté. Et un retour en politique en 2008. Pourquoi un retour en politique? Bien, premièrement, très simple, l'amour de Rouyn-Noranda du Témiscamingue, l'amour des gens et le plaisir de travailler pour le développement social et économique de la région. C'est vraiment ça qui m'avait animé en 2003 pour me présenter. Et j'ai perdu en 2007, mais il y avait encore du travail à faire. Et j'ai dit, les gens aussi, j'ai eu beaucoup d'appui de la population. On dit, garde Daniel, faudrait que tu reviennes. L'opportunité est là. Alors, je suis heureux d'être en campagne électorale cette année, auprès de Jean Charest. Monsieur Bernard, dites-moi une chose. Si votre défaite en 2007 aurait été par plusieurs milliers de voix, on sait que vous avez été défaite par 129 votes, si ça aurait été par plusieurs milliers de voix, est-ce que ce serait la même décision pour vous aujourd'hui? Une bonne question. Je peux pas y répondre parce que c'est pas arrivé. C'est vraiment hypothétique, puis je peux pas me projeter dans quelque chose que j'ai pas fait. Toutefois, je peux vous donner des exemples. J'ai des collègues qui ont perdu par 5000 votes et plus, et ils reviennent cette année. Alors, moi, c'était l'appui de la population qui m'a vraiment aidé à revenir, puis peaufiner ma décision. Là, je l'ai pris finalement au mois d'août, là, tout récemment. J'étais pas en campagne depuis longtemps, alors c'est 129 votes, puis c'est facile à regagner. Okay. Monsieur Bernard, si on parlait de vos priorités dans cette campagne-là, et quels sont les principaux dossiers à traiter si vous êtes élu à partir du 8 décembre au soir? Mon programme électoral de 2007, il est encore à peu près intact. La période a été courte, puis la députée présente actuellement qui était là a pas fait cheminer les dossiers que j'avais. Les deux priorités que j'avais en 2007 demeurait l'agriculture et la forêt pour le Témiscamingue. Rouyn-Noranda roule bien. L'industrie minière, malgré qu'il y a quelques soubresauts au moment qu'on se parle, l'économie à Rouyn-Noranda va bien. Alors, mon objectif en 2007 était de travailler du volet plus Témiscamingue, agriculture et forêt. L'autre volet qu'on voit qui est encore important, que je veux travailler, c'est avec les groupes communautaires au niveau de la pauvreté et, entre autres, des logements sociaux. Parce que malgré le boom économique qu'on a eu, la pauvreté persiste. Alors, c'est ces deux volets-là que je veux vraiment travailler. Et après ça, au niveau des dossiers, il faut revenir, je vous dirais, le logement social, c'en est un. Puis il y a des infrastructures de construction à Rouyn-Noranda qui ont été retardées puis que je veux travailler. Si vous êtes au pouvoir à compter du 8 décembre au soir, vous dites que vos priorités restent à peu près les mêmes qu'en 2007, sauf que dans le domaine de l'agriculture, ça va vraiment pas bien du tout. Les cultivateurs en arrachent et pas à peu près. Domaine minier va bien, domaine forestier pas trop, mais on sait que c'est une crise qui est là. Elle dure depuis quelques années et on a encore pour quelques années à venir. Mais dans le domaine de l'agriculture, quel serait pour Daniel Bernard, avec un gouvernement libéral au pouvoir et vous, dans le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ce seraient les premières actions à poser pour l'agriculture? Bien, le premier dossier que les gens m'ont présenté, puis déjà à l'époque, il m'avait sensibilisé, c'est tout au niveau du financement puis du soutien auprès de la financière agricole. On sait que ce sont des programmes qui sont là pour de soutien quand ça va mal, mais maintenant l'agriculture va tellement mal que l'aide de la financière agricole est plus ou moins adaptée pour la région. Alors ça, c'est une demande des agriculteurs ici en région. C'est la première chose qu'il faut travailler avec eux. Par la suite, il y a tout le volet de la mise en marché des produits régionaux. C'est quelque chose que le gouvernement avait commencé à mettre en branle en 2007 lorsque j'étais là, un programme pour les produits régionaux. Alors ça, je vais travailler avec les gens pour pouvoir aider à nos produits régionaux d'aller sur la tablette. L'autre dossier qui est important pour, entre autres, la BTB-Ouest et aussi le Témiscamingue, c'est tout ce qui est autour de la production de bœuf. On a le projet d'abattoir à Fugerville, puis qui était là, puis que le dossier avance tranquillement. Je le suivais même de près lorsque j'étais pas en politique, là, les derniers 18 mois. Mais on veut tout mettre la filière du bœuf en développement en région. Alors, on a besoin d'un abattoir et du fameux centre de recherche en agroalimentaire pour tout l'ensemble de la région à Notre-Dame-du-Nord. Monsieur Bernard, M. Charest déclenche des élections pour avoir un mandat clair pour faire face à une éventuelle crise économique. On est quasiment dedans, sinon on est dedans au moment où l'on se parle. C'est pas dangereux, ça, de déclencher des élections quand environ 75% de la population
ne veut pas avoir d'élection. On sort d'une élection fédérale, on sort d'un combat qui a été très, très, très fort avec les élections américaines. On s'embarque dans une élection provinciale. C'est pas dangereux, ça, quand 3 personnes sur 4 ne veulent pas avoir d'élection? Oui, c'est certain, mais de l'autre côté, on avait 60% de la population qui voulait un gouvernement majoritaire. Donc, autant d'un côté, certains ne voulaient pas. Mais on le voulait peut-être pas de suite. Peut-être pas de suite, mais il serait venu à un moment donné. Une chose aussi, il faut se rendre compte, c'est que si on prend statistiquement actuellement dans les sondages, le Parti libéral est à 40% des sondages. Alors, si tu fais tout de suite un survol au demande des gens, les 60% du Parti québécois et de l'ADQ puis de Québec solidaire, eux autres vont dire qu'ils n'en veulent pas d'élection. Parce que leur parti est pas en position favorable pour différentes raisons. Alors, nous, il fallait y aller dans le temps, justement, avant qu'on soit dans le creux de la vague. Parce que si on avait été dans le creux de la vague... Oui, tandis que les cotes sont bonnes pour le Parti libéral. Oui, un mélange de tout ça, parce que, dites-vous une chose, au printemps prochain, si l'économie allait mal puis le gouvernement avait été affaibli, l'opposition, le Parti québécois puis l'ADQ ne serait pas gêné à renverser le gouvernement, puis on serait parti en élection encore quand la situation est le pire. Ils ne seraient pas gênés. Ils ne seraient pas gênés, puis ça aurait coûté 80 millions comme c'est là ou au printemps prochain. Vous n'avez pas peur, au moment où l'on se parle, que le résultat, le soir du 8 de décembre prochain, on n'arrive pas à la même chose qu'en 2007, soit un gouvernement minoritaire? Parce que si on regarde très vite, au moment où l'on se parle, on est aujourd'hui, le 13 novembre, au moment où l'on se parle, le Parti libéral mène par 41% contre 35% pour le Parti québécois. OK? Alors, on dit que ça prend 7% de différence pour élire un gouvernement majoritaire. Au moment où l'on se parle, vous seriez minoritaire. Ça va donner quoi? Oui, mais attendez un peu. Moi, je suis content. Je vais vous dire 41% des sondages. Après, justement, le déclenchement d'élections, au moment qu'on se parle, les gens, dans les sondages, ont exprimé une grande partie de leur grogne à cause, comme vous disiez, du déclenchement des élections qu'ils n'en voulaient pas. Alors, on est à 42%, on serait à 2% d'un gouvernement majoritaire. Moi, j'ai confiance à Jean Charest, qui va démontrer au cours de la campagne électorale, parce que, comme vous dites, il reste 3 semaines de campagne à ce moment-là. Jean Charest va démontrer aux gens que c'est lui qui est la meilleure personne pour être le premier ministre du Québec dans les moments de difficulté. On voit que Mario Dumont, il a démontré au cours des 18 derniers mois que c'est pas la personne pour pouvoir gouverner le Québec. Et Pauline Marois, elle a des difficultés à ce moment-là, puis les gens vont faire confiance à Jean Charest le 8 décembre au soir. M. Charest accuse l'ADQ et le Parti québécois de ne pas collaborer avec son gouvernement minoritaire, ce qui l'a forcé à déclencher des élections. Pourtant, au cours des 18 ou 20 derniers mois, il y avait quand même une cohabitation qui se faisait entre les 3 partis. Le parti n'a jamais été renversé. Et puis, on aurait pu continuer de même aussi un certain bout de temps pour éviter l'écart anti-aigu électoral que vous avez déclenché avec en allant aux urnes. Rappelez-vous, dès le lendemain des élections en 2007, Mario Dumont, il a voté contre le budget du gouvernement sans l'avoir vu. Mario Dumont, en juin 2007, était prêt à partir en élection. OK? Il était prêt à faire tomber le gouvernement. Mais c'est quand même pas, là, il faut pas parler de l'ADQ trop tôt, parce qu'à 14%, ils sont même plus dans les rangs. Regardez, l'automne passé, Mario Dumont a voulu faire tomber le gouvernement sur les commissions scolaires. Au printemps, Pauline Marois puis son gouvernement ont voté contre le budget du gouvernement. C'est Mario Dumont. Donc, l'opposition aurait attendu une opportunité. Le moment venu qui aurait été favorable, il aurait voté contre le gouvernement puis il l'aurait fait tomber, puis ça aurait été au printemps prochain. Alors, puis on a vu le début de la session parlementaire. Jean Charest est un homme de parole. Quand il travaille avec des gens, c'est pour trouver une solution. Il travaillait de bonne foi avec le PQ pour l'ADQ pour trouver une solution pour élire le président de l'Assemblée nationale. Or, pendant ce temps-là, l'ADQ puis le PQ travaillaient sur un autre scénario, puis ils ont emmené François Gendron à Catimini le lundi matin, la veille. Personne ne l'avait vu venir. Alors, eux travaillaient sur un autre plan. Comment qu'on peut penser qu'à ce moment-là, quand dans une période difficile, que tes interlocuteurs d'en face, quand ils te parlent, ils sont fiables et qu'ils n'ont pas un autre plan de match par en arrière. C'est ça qui fait que à ce moment-là, Jean Charest dit, garde, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller aux urnes quand vous n'êtes pas renversé que quand vous êtes renversé.
Ben, c'est certain. C'est certain. Puis, mais oubliez pas que quand tous les partis politiques, peu importe, l'opposition, son premier travail, c'est de miner la crédibilité du gouvernement pour pouvoir, eux, être en position favorable. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Monsieur Bernard, la décision de M. Charest de ne pas accompagner la délégation du Québec en Chine pour une mission commerciale, ça n'a vraiment pas été bien vu. Comment percevez-vous cette action-là? Rester au Québec pour déclencher des élections au lieu d'aller avec la délégation en Chine. Il a nommé M. Johnson pour le représenter. Je ne dis pas que M. Johnson n'a pas fait un bon travail, sauf que le premier ministre, c'est toujours plus, ça a plus de poids, si vous me permettez. Ouais. Son rôle n'était pas d'aller en Chine? Ben, regardez, non. Le rôle d'un premier ministre, OK, c'est s'assurer du fonctionnement de sa province. OK, puis d'être sensible à sa population. Puis il va toujours avoir des situations de cette sorte-là qu'à un moment donné, les intérêts supérieurs de la population priment. Le voyage en Chine, il s'est fait. Puis il y a eu un accompagnateur. Puis M. Charest est déjà allé en Chine au cours des dernières années avec des délégations similaires. Puis au cours des prochaines années, il va avoir l'occasion d'y retourner à nouveau. Sauf que le moment, qu'est-ce qui était le plus important pour le premier ministre? C'était la province du Québec et sa population. Vous ne pensez pas que le fait de, pour la première fois en 40 ans, que le Parti québécois ne parle pas d'indépendance ou de souveraineté lors d'une campagne électorale, que ça pourrait aider au Parti québécois? Parce que là, on a renoncé à aller aller aux urnes pour une souveraineté dans le premier mandat, s'ils sont élus. Ça ne pourrait pas aider à le Parti québécois parce que les gens sont tannés d'entendre parler de souveraineté. C'est ça que je trouve dommage, parce que la raison d'être du Parti québécois a été la souveraineté, toujours. Et maintenant, par opportunisme politique, il cache en dessous de la tablette. Puis ça, c'est de l'opportunisme, puis c'est ça que je trouve dommage, malsain, parce qu'il pourrait revenir et changer d'opinion n'importe quand le jour qu'il y aurait un gouvernement majoritaire du Parti québécois. Puis quand on a vu les événements de la dernière semaine, qu'ils chicanent entre eux, OK, dans des investitures, c'est pas rassurant pour la population. Alors, pour vous, à ce moment-là, le Parti québécois n'a pas été honnête de ne pas parler de souveraineté durant cette campagne électorale-là? Ben, absolument pas, parce que c'est leur mandat premier. Puis, regardez, même le Bloc québécois a fait la même chose. Quand tu es rendu que ton fondement même, tu le caches parce que tu sais que ça plaît pas, il est le temps qu'ils se rendent compte que 60 de la population Bernard, ne veut pas de souveraineté. Une minute à la caméra pour vous adresser à vos électeurs du comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Ben, chers électeurs, bonsoir. Il me fait grandement plaisir de m'adresser à vous ce soir. Nous sommes à quelques jours du 8 décembre et de la journée du vote de scrutin. Moi, je suis revenu en politique parce qu'il y avait encore du travail à accomplir pour Rouyn-Noranda et le Témiscamingue. Je reviens parce que j'ai le goût de continuer à servir la population comme je l'ai fait de 2003 à 2007. Les gens, et je l'ai senti tout au long de la campagne, les gens veulent revenir avec l'élan de développement que Rouyn-Noranda et le Témiscamingue avaient de 2003 à 2007. Alors, je peux vous assurer que Daniel Bernard, avec Jean Charest, le Parti libéral au pouvoir, nous sommes la meilleure solution et le meilleur gage de succès pour Rouyn-Noranda et le Témiscamingue au cours des 4 prochaines années. Merci. Monsieur Bernard, merci infiniment et je vous souhaite bonne chance. Merci, Monsieur Lacasse. Alors, mesdames et messieurs, ceci termine une série de 2 émissions spéciales d'Info 9 sur les élections provinciales du 8 décembre prochain. Alors, on aurait aimé avoir plus de candidats, mais ce n'est pas le manque de candidats, c'est le manque de temps et surtout le manque d'espace dans nos émissions. Alors, à partir de la semaine prochaine, on vous revient avec nos émissions régulières d'Info 9. Merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.